Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan d'une séance délicate. On fera évidemment le bilan de cette séquence de marché un peu compliquée avec tous les secteurs aujourd'hui en Europe qui ont dévissé, des marchés actions dans leur ensemble qui ont baissé d'environ 2%. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La volatilité remonte à plus de 21 pour le VIX aux États-Unis. Tout a commencé hier avec la tech américaine, notamment une baisse de plus de 2,5% pour le Nasdaq qui s'est propagée à l'Asie ce matin. Le Nikkei a perdu 3% et puis à l'Europe aujourd'hui en clôture avec une baisse, je le disais, de 1,86% précisément pour le CAC 40, autour de 6265 points ce soir, alors que les marchés américains sont en train d'essayer de rebondir. Intéressant de noter que dans cette séquence d'aversion pour le risque, on n'a pas vu les marchés obligataires être des marchés refuges pour les investisseurs. Les taux n'ont pas bougé, voire montent légèrement en Europe aujourd'hui. L'analyse de nos invités dans un instant. On notera évidemment toujours le sujet de l'inflation au cœur des préoccupations des investisseurs, peut-être même d'ailleurs un des déclencheurs de cette phase de consolidation, de correction de marché. On aura d'ailleurs une première vérité demain avec le chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois d'avril qui sera publié à 14h30. L'indice des prix à la consommation, le CPI, qui est attendu à plus de 3,5% quand même pour l'inflation headline, l'inflation globale, mais l'inflation cœur également est attendue à des niveaux importants. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir on s'intéressera alors une zone d'investissement AAA, la zone des pays nordiques, et c'est Martha Oudot, directrice de la distribution de DNB Asset Management en France, qui sera avec nous à partir de 19h15 en plateau. Bilan d'une séance un peu délicate, donc, avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance passée intégralement en recul pour l'indice parisien. Le CAC 40 qui perd ce soir 1,86% à 6267 points. En cause, les craintes en matière d'inflation aux États-Unis toujours vives, alimentées par les progressions des prix des matières premières et leurs impacts éventuels sur les prix à la consommation. L'aluminium par exemple gagne plus de 10% depuis le début de la semaine, tandis que l'acier progresse de 12% sur un mois. Le cuivre progresse lui de 16% sur un mois également. En ce qui concerne les matières premières agricoles, les tendances sont similaires avec le sucre par exemple, dont le cours s'envole de plus de 30% sur une semaine, tandis que le café voit son cours gagner 60% sur une semaine également. En ce qui concerne le pétrole, donc dans les matières premières toujours, si la tendance est à la hausse sur le long terme, les deux principaux indicateurs, à savoir le baril de Brent ou le WTI, sont eux en léger recul ce soir après les progressions d'hier, des progressions liées aux craintes en lien avec la cyberattaque d'un oléoduc aux États-Unis. Des craintes inflationnistes alimentées également par les dépenses conséquentes des plans de relance du gouvernement Biden. Sur ce sujet, Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton, s'est exprimé hier et a alerté Joe Biden sur le risque de créer, je cite, une situation hors de contrôle aux États-Unis avec des dépenses supplémentaires. Dans ce contexte, le rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis remonte à 1,62% et les investisseurs devraient donc suivre de très près l'indice des prix à la consommation pour le mois d'avril qui sera publié demain aux États-Unis. En attendant, on peut regarder quelques statistiques en Europe ou en Asie. On commence avec l'indice ZOO du sentiment des investisseurs allemands qui dépasse les attentes au mois de mai et ressort à 84,4 points sur le mois, soit près de 12 points de plus qu'attendu par le consensus et 14 points de plus qu'au mois d'avril. Statistique toujours, mais en Chine à présent, on note que l'inflation en Chine progresse de 0,9% au mois d'avril, son rythme le plus rapide depuis 3 ans. Une inflation portée là aussi par l'envolée des cours des matières premières. Les prix à la production progressent de leur côté de 6,8%, soit légèrement plus qu'attendu par le consensus. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, on commence avec Alstom qui publie un bénéfice net en recul de 47% pour son exercice annuel décalé à
247 millions d'euros, alors que son chiffre d'affaires avait progressé sur l'ensemble de l'année de 7% à 8,78 milliards d'euros. Le recul du résultat net s'explique par le rachat en fin d'année dernière de la branche transport de Bombardier et notamment par le passage d'une provision de 632 millions d'euros pour faire face aux risques sur les contrats de l'entité rachetée. Une provision qui vient compléter une première provision de 451 millions d'euros enregistrée au bilan de Bombardier Transport fin 2020. Des annonces qui n'ont pas plu aux investisseurs et le titre Alstom qui perd 2,84% ce soir. On note ce soir toujours que Renault voit son titre plonger de son côté en cause de l'annonce d'une perte liée à Nissan de 73 millions d'euros comptabilisés dans les comptes de Renault pour le premier trimestre. Le constructeur japonais a en effet annoncé de son côté une perte d'exploitation de 1,13 milliard d'euros, un niveau que le groupe n'avait pas atteint depuis 12 ans. Renault qui voit son titre ce soir reculer de 6,44%. On note rapidement que depuis l'ouverture, les marchés américains évoluent dans le rouge avec un Nasdaq qui perd 0,3% tandis que le S&P 500 et le Dow Jones perdent environ 1% chacun avec un sell-off sur les valeurs technologiques hier qui semble s'étendre du coup à d'autres secteurs sur la séance d'aujourd'hui. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront, on en a parlé, l'indice des prix à la consommation aux États-Unis pour le mois d'avril. Un indicateur qui sera également suivi pour la France et pour l'Allemagne. La production industrielle en zone euro sera également publiée, ainsi que le PIB du Royaume-Uni au premier trimestre. En ce qui concerne les valeurs, EDF, CNP Assurance ou encore CGG publieront leurs résultats trimestriels. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Philippe Fornier est avec nous ce soir, le directeur de gestion privée de BNP Paribas. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Olivier Ringard de nous accompagner également. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Directeur des investissements de Neuflize OBC. Les séances de baisse sont toujours intéressantes et instructives. Ça a commencé hier avec la tech américaine. Le Nasdaq perdait plus de 2,5% hier soir en clôture. En Asie ce matin avec un Nikkei notamment, ou la bourse de Hong Kong également, qui a chuté sévèrement, et puis une baisse de 2% ce soir à l'arrivée en Europe. Ce qui est intéressant dans le descriptif qu'on peut faire, c'est que les marchés obligataires n'ont pas joué tellement un rôle de marché refuge. On voit même plutôt des taux stables pour le 10 ans américain, voire en légère hausse de quelques points de base pour les taux européens. Et on est donc tenté de chercher une explication peut-être du côté des craintes inflationnistes chez les investisseurs. Olivier Ringard, est-ce que c'est la bonne corrélation ou est-ce que c'est la bonne explication ou est-ce que c'est plus un prétexte qu'autre chose? Après, encore une fois, un run spectaculaire pour les marchés actions depuis 6 mois maintenant. On célébrait le 9 mai dernier les annonces des vaccins et de leur efficacité le 9 novembre 2020. C'est une bonne question. Pour l'instant, c'est un petit réveil. On avait une volatilité qui était très faible. Quand on regarde la volatilité réalisée, on était autour de 10%. Donc on voyait qu'on avait presque tendance à s'endormir. Il se passait plus grand-chose, on montait un peu tous les jours. Et là, on a une petite correction qui ressemble déjà à ce qu'on a eu au cours du mois de février et du mois de mars, et qui est assez similaire. On s'interroge toujours sur le régime économique dans lequel on est actuellement. On s'interroge toujours sur l'existence ou pas de pressions inflationnistes qui vont s'imposer durablement, en particulier pour l'économie américaine. Et on voit toujours peu ou prou le même comportement, à savoir plutôt une résistance assez forte des secteurs cycliques et puis des secteurs des valeurs de croissance, et en particulier le secteur technologique qui est un peu sous pression. La correction qu'on est en train de vivre, ou la consolidation qu'on est en train de vivre, parce que pour l'instant, par rapport au poids haut, on a un trou d'air pour l'instant. Perdu 2 ou 3%, donc rien de très significatif sur le Standard & Poor's 500 ou sur le marché européen. On pouvait la sentir, c'est-à-dire qu'on observait plusieurs choses. D'abord, au niveau de la corrélation entre les grands marchés, on voyait que les marchés étaient un peu en train de se décorréler. On voyait que on voit les marchés émergents plutôt en retrait, en particulier le marché chinois. On voit que le Nasdaq est plus volatile depuis le début de l'année, et on voit que les small caps américaines étaient également en train progressivement de s'essouffler. Ensuite, quand on regardait au niveau du stock picking, donc de la vie des valeurs,
on s'aperçoit depuis quelques semaines que les très bons résultats n'ont pas été nécessairement salués par de nouvelles progressions. Et on a deux valeurs, nous, qu'on retient pour illustrer cet état. C'est d'abord les résultats d'Apple et le comportement d'Apple sur les résultats, et ensuite les résultats de JP Morgan également, qui étaient très bons. Mais le titre n'a pas réussi à faire de nouveaux plus hauts. Et puis on s'aperçoit également que des titres qui ont beaucoup progressé l'année dernière sont en train d'enregistrer des corrections assez sensibles. Donc, des signaux de faiblesse qui étaient progressivement en train de se matérialiser, et donc probablement une correction qui est en train de se produire. La question, évidemment, est de savoir jusqu'où celle-ci va aller. Donc ça, c'est la question de court terme. Et puis la question de moyen terme, c'est de savoir si on n'est pas en train de changer de régime sur les marchés lié à l'existence ou pas de pression inflationniste. Oui, non, mais le débat, ça fait des mois qu'on l'a, mais c'est vrai qu'on va dire que les évidences ou les anecdotes au moins s'accumulent, y compris à travers le discours des entreprises. Et je le disais, on aura déjà une forme de vérité ou une heure de vérité demain avec l'inflation américaine. On va y revenir, mais petit tour de table là, sur la séquence de marché du moment. Philippe, comment est-ce que vous analysez alors ce trou d'air, cette respiration, et est-ce que les craintes inflationnistes jouent un rôle dans le déclenchement de cette consolidation des marchés? Enfin, moi, je pense que c'est un mélange un peu de tout ça, ce que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est d'abord, effectivement, une respiration, plus qu'une consolidation à ce stade, puisque c'est faible. C'est lié, effectivement, au fait que le marché a quand même beaucoup monté et que, quelque part, chacun se rend compte que le marché a beaucoup monté et que, quelque part, il faut aussi marquer une pause à un moment. Et on préfère presque orchestrer la pause plutôt que de la subir. Donc, et le mois de mai est toujours un bon candidat pour orchestrer une pause. Il y a ce vieil adage que tout le monde connaît bien, etc. Et qui se vérifie dans l'histoire, je dirais, parce qu'on voit bien qu'effectivement, la période de mai à octobre est toujours un peu moins favorable, traditionnellement, que la période précédente. Mais je dirais au-delà de ça, il y a quand même effectivement cette vraie question autour de l'inflation. Je crois que déjà, il faut dire à nos auditeurs et à nos spectateurs que quand il y a plus de croissance, il y a nécessairement plus d'inflation. La question, c'est la dose. Et c'est ne pas dépasser la dose prescrite. Et ne pas dépasser la dose prescrite sur un traitement de long terme. Et on est exactement dans cette question aujourd'hui aux États-Unis. Alors, pas tellement en Europe, encore qu'on voit certains, effectivement, du côté de la Bundesbank qui posent des questions, mais c'est surtout aux États-Unis où il y a effectivement plus d'inflation. Cette inflation, on l'a cité, elle vient effectivement principalement des matières premières et du cycle de production. Elle se déploie partout, y compris en Chine, puisque vous avez cité les chiffres. Mais aujourd'hui, cette situation, c'est de savoir si on ne se trompe pas de scénario, si la Réserve fédérale, qui reste effectivement très en arrière-de-main là-dessus, et qui a annoncé, Urbi et Orbi, que de toute façon la situation restait sous contrôle, qu'elle regardait le niveau de l'inflation, qu'elle regardait le niveau de l'emploi, et que pour l'instant il n'y avait pas lieu de se précipiter à changer quoi que ce soit, et qu'elle continue à soutenir cette croissance, est-ce que ce scénario est le bon? Et c'est ça que les marchés cherchent à savoir. Est-ce que la Réserve fédérale n'a pas déjà raté le coche? Parce qu'évidemment, si c'était le cas, on serait dans un changement total de scénario sur les marchés. Aujourd'hui, notre position à nous, c'est qu'on va avoir plus d'inflation aux États-Unis, on va dépasser largement les 2%, mais pour nous, ça reste assez ponctuel. C'est lié à la reprise du cycle, c'est lié à la réouverture, c'est lié à l'accélération autour de tout ça. Et on pense que dans un deuxième temps, les choses devraient un peu se calmer. Et c'est pour nous ce scénario que l'on tient. Et donc on est assez en phase avec ce que dit la Réserve fédérale. Maintenant, le doute est toujours permis de savoir si elle se trompe ou pas. Et je pense qu'il faut rester vigilant et rester à l'analyse de tout cela. Sur l'inflation, je me tourne vers l'économiste Michel Martinet. Je retourne un peu la question désormais. Pourquoi est-ce que selon vous, parce qu'on a discuté avant, pourquoi est-ce que selon vous l'inflation aux États-Unis et pourquoi pas le schéma d'inflation en Europe également est voué à n'être que transitoire ? Puisque ça reste l'argument fondamental des banques centrales aujourd'hui. On a quand même depuis quelques mois des évidences qui s'accumulent. Alors les effets de base, c'était le pétrole, mais aussi l'ensemble des matières premières quand même qui montent. Il y a la reprise cyclique, mais certains mettent en avant des éléments structurels liés à la transition énergétique, par exemple. On voit un marché du travail alors qui est compliqué à analyser, mais on peut percevoir des poches de tension aussi quelque part dans le marché du travail américain, avec des entreprises qui n'arrivent pas à ramener une force de travail dans l'entreprise justement, et on se demande si ces entreprises ne vont pas devoir augmenter les salaires, etc. Après, je pense que sur ces sujets, on va savoir si le rebond de l'inflation qu'on voit et qui va s'accélérer. Demain, on attend des chiffres d'inflation aux États-Unis à 3,5%. En Europe, on va dépasser 2%. En Allemagne, on va dépasser 3%. Alors pas maintenant, mais après l'été. Ce rebond de l'inflation, aujourd'hui, on sait qu'il y a des causes temporaires que vous avez mentionnées.
à savoir en fait des effets de base. On a eu et puis des effets de rattrapage. Les prix ont baissé l'an dernier où il y a eu peu d'inflation et là on rattrape. Un exemple typique, c'est le prix du pétrole, $60 avant la pandémie ou 65, il est tombé à 0, il repasse à 65. On voit ces courbes en V qu'on retrouve. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Ce sera probablement pareil pour les prix du transport aérien, les vacances. Donc là, ça crée de l'inflation. Alors après, on n'a pas de certitude absolue sur le fait que cette inflation va ralentir ou on aura un nouveau super cycle, hein, c'est le mot à la mode, c'est que comme dans les années 70 ou 80 où l'inflation est auto-entretenue. Après, la plupart des équipes d'économistes, les banques centrales et même les marchés, hein, quand on regarde les anticipations d'inflation à 5 ans, dans 5 ans, n'anticipent pas de super cycle. Ils anticipent une normalisation de l'inflation, une inflation aux États-Unis qui va revenir au-dessus de 2% après 2022, mais pas beaucoup plus qu'au-dessus de 2%. Ils anticipent une inflation qui va être inférieure à 1,5% en zone euro. Aujourd'hui, ça c'est le scénario qui est dans les prix de marché, celui des banques centrales et celui de la plupart des économistes. Alors pourquoi ? Essentiellement parce que dans le cadre classique, les modèles, les outils qu'on a, dans les pays avancés, l'essentiel de l'inflation, c'est l'inflation domestique, c'est des services, c'est des salaires. Et on sait qu'il faut qu'il y ait des marchés. Globalement, il y aura effectivement des poches de tension et peut-être des hausses de salaire ici ou là, des hausses de prix ici ou là, mais globalement, il faut que le marché du travail soit très tendu et il y a encore beaucoup de chemin à faire, à commencer par les États-Unis. Il y a encore le niveau de l'emploi, il y a encore aujourd'hui 6 millions d'emplois inférieurs au niveau à celui d'avant de la pandémie, sans compter toutes les autres formes de sous-emploi. On a probablement des ordres de grandeur comparables en zone euro. Et avant qu'on arrive à un taux de chômage, alors aux États-Unis, de l'ordre de probablement 3%, hein, et en zone euro, probablement l'ordre de 6%, du chômage qui crée de l'inflation, c'est pas une histoire 2021 et probablement pas 2022. Et donc ça c'est le cadre analytique classique. Alors après il y a beaucoup de risques. Les risques, c'est que effectivement on est une situation complètement nouvelle qu'on n'ait pas encore vue, où le raisonnement que je viens de tenir sur le fait qu'en général pour qu'il y ait des hausses de salaire qui se transmettent au prix, il faut qu'il y ait des marchés tendus, il faudrait un autre scénario que celui-ci. Mais c'est pas quelque chose qu'on a observé depuis maintenant des décennies. Et il n'y a pas suffisamment d'accumulation d'évidence aujourd'hui pour vous permettre de dévier de ce scénario. Non, mais c'est un débat. Hein, ce qu'on observe, après, il y a aujourd'hui beaucoup de poches de niches inflationnistes. On le voit sur les matières premières, on le voit dans certains secteurs industriels, manufacturiers, où on voit que les prix à la production connaissent des croissances qu'on n'a pas connues depuis longtemps. Là, on parlait du PPI, l'indice des prix à la production manufacturière, industrielle en Chine, à 6% l'an. Je ne sais pas combien de temps, ça devait faire 2 décennies qu'on a vu ça. Donc ça c'est vrai. Sur les matières premières, nickel, cuivre, on voit des fortes hausses. Alors on ne le voit pas sur le pétrole, hein. Mais alors aujourd'hui, il y a vraiment deux sujets. Est-ce que ces chocs du côté de l'offre est devenue insuffisante sur tous les produits que j'ai mentionnés? Est-ce que l'offre va pouvoir rattraper? Alors, le choc, il peut être temporaire, il peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais même si les marchés anticipent que la production de cuivre, de nickel, va augmenter, que la production de semi-conducteurs va augmenter à un horizon d'1 an, 18 mois, il n'y a pas de raison d'anticiper. Il y en aura un choc de prix temporaire assez long, mais il n'y a pas de raison d'anticiper que ça va être auto-entretenu. Ouais. Alors, aujourd'hui, quand on discute avec les spécialistes sur ces segments, ils nous disent il y a un choc qui va durer X temps, mais on arrivera à le combler. Après, comme je veux dire, il n'y a pas de certitude absolue sur ces sujets. Non, j'entends bien. Ouais. Non, mais déjà des chocs de prix peut-être sur 1 an encore devant nous, c'est du transitoire qui dure, quoi, comme on dit un peu simplement.
Mais ça reste du transitoire. Ça reste du point transitoire. de vue de l'analyse macroéconomique et de l'analyse qu'un banquier central devrait faire également de cette situation. Encore une fois, ça reste du transitoire, mais normalement, les marchés doivent bien anticiper sur les anticipations de prix, sur les différentes entreprises qui travaillent, par exemple, dans les semi-conducteurs, les prix de matières premières. Elles ont une vue sur les capacités de production. Et puis effectivement, une usine de semi-conducteurs qui vaut 10 milliards, 5 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, ça ne se construit pas en 3 mois. Non. Voilà. Bon, et alors, est-ce que le marché accepte cette idée transitoire ? Est-ce que si ça dure plus de quelques mois, est-ce que ça peut devenir un sujet de marché, j'entends, Philippe Forny ? Est-ce que ça implique qu'il y a un vrai risque d'erreur politique monétaire si jamais une banque centrale craque au moment où on ne l'attend pas, par exemple ? Alors évidemment, s'il y avait un crack côté banque centrale, là, c'est sûr que le marché aurait une lecture certainement beaucoup plus pessimiste des sujets. Ça s'est déjà produit dans le passé. On se rappelle aux États-Unis, on a eu effectivement des erreurs de politique monétaire qui ont eu des conséquences importantes. Je crois. Pas qu'aux États-Unis, mais des erreurs qui ont des conséquences importantes, notamment sur les taux d'intérêt long terme américains. Mais aujourd'hui, on n'est pas tout à fait dans ce scénario. Mais je pense que simplement, ça veut dire que la volatilité, on peut la voir monter. Hein. Parce que si on est dans le scénario que vous venez de décrire, et ce scénario, j'y adhère complètement, c'est-à-dire avec un peu de durée sur un certain nombre de choses, bien évidemment, on va avoir de façon un peu lancinante la question qui revient. Hein. Et ça génère forcément de la volatilité sur les marchés. Alors, est-ce que c'est mauvais pour nos marchés ? Je dirais pas forcément. Hein. Pas forcément, parce que d'abord, le trend de croissance, a priori, resterait là. Hein. C'est quand même ça qui fait les résultats futurs des entreprises. Et c'est quand même là-dessus que ça adosse les cours boursiers. Hein. Et puis, quelque part, on aurait cette volatilité qui nous permettrait d'avoir des points d'entrée, parce que les marchés pourraient baisser ponctuellement, un peu plus que la respiration qu'on évoque là. Et nous, on dit assez clairement aujourd'hui qu'on reste positif sur les marchés risqués, parce qu'on a cette vision de la conjoncture qui reste favorable, et que si les marchés baissent plus qu'ils n'a baissé là, on serait presque prêt à revenir dessus. Sauf si le scénario de Banque centrale changeait, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la lecture qu'on en a. Hein. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir fait déjà 2 réductions d'exposition marché-action, et on reste surexposé, mais on a réduit cette surexposition. Et aujourd'hui, nos portefeuilles ne s'en portent pas plus mal. Et il se trouve que, justement, on était un peu plus inquiet sur les technologies américaines, et c'est justement un des marchés que nous avons réduit, puisque nous sommes neutres sur les États-Unis depuis un certain temps. Bon, encore une fois, Olivier Ringard, sur le sujet de l'inflation, est-ce que les chiffres, celui de demain et ceux d'après, vont être saisissants ? Est-ce que le marché peut stresser par rapport à ces chiffres ? Est-ce que les banques centrales aussi vont monter un peu en pression ? Ou au contraire, est-ce que la pression va s'accumuler sur certaines banques centrales pour accélérer peut-être des stratégies de sortie de crise? Le débat chauffe de partout, hein, y compris au sein de la Fed. J'imagine que ce sont des débats qui ont lieu aujourd'hui. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que le débat est là pour rester. Et il va sans doute rester particulièrement aigu au cours de ces 2-3 prochains mois, parce que effet de base sur les chiffres d'inflation, parce que pression sur les prix des matières premières, parce que goulot d'étranglement sur certaines industries. Et donc cet effet transitoire risque de durer un peu plus longtemps et donc alimenter le débat. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on a pour l'instant un policy mix qui est extrêmement agressif, en particulier du côté des États-Unis. Hein, quand on remet un peu les chiffres en perspective, quand on essaye de prendre du recul, on voit le bilan de la Banque centrale américaine qui a quasiment doublé en l'espace de 12 mois. On voit une politique budgétaire américaine qui est extrêmement agressive. Et pour l'instant, ce policy mix américain, il donne aucun signal de vouloir réduire la voilure. Et d'ailleurs, M. Powell, dans sa dernière intervention, a dit que pour l'instant, il fallait continuer à soutenir l'économie américaine. Donc on est dans ce mouvement, et ce mouvement va sans doute durer au cours de ces 2-3 prochains mois, et va sans doute alimenter une forme de questionnement perpétuel, et pourquoi pas de volatilité sur les marchés, et en particulier sur les actifs risqués. C'est un peu l'analyse que l'on a pour les prochains mois. Au-delà, je rejoins ce qui a été dit, hein, on voit nous aussi pour l'instant un rebond temporaire de l'inflation, même si on a un peu de sympathie pour le scénario où le régime économique change un peu, en particulier aux États-Unis, où on a un peu plus d'inflation que celle que l'on a eue au cours de ces 10-15 dernières années, et qui justifierait dans ce cas-là d'avoir des taux longs qui remontent un peu, mais on n'y est pas.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Si l'inflation confirme son caractère transitoire, Michel, qu'est-ce que vous attendez des réactions de Banque centrale? Est-ce que vous comprenez quand même que le débat monte à un moment pour qu'on réduise un petit peu les programmes d'achat d'actifs? On ne parle pas de hausse de taux pour l'instant, mais on sait que si on réduit les programmes d'achat d'actifs, l'étape d'après, c'est de remonter naturellement les taux directeurs. Comment vous comprenez ce débat? Est-ce que les banques centrales peuvent rester ultra accommodantes pendant encore plus longtemps peut-être que ce qu'on imagine? Alors oui, il faut effectivement bien rappeler que l'inquiétude principale des marchés, alors il y a des problèmes sectoriels de valorisation, ça reste effectivement la possibilité que les banques centrales réduisent un peu la taille du robinet monétaire, et donc en l'occurrence les achats d'actifs, le tapering. Ça, on n'y échappera pas. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est le reflet de la normalisation des économies, le fait que les économies réouvrent, elles réaccélèrent, il y a encore 6 mois, 1 an, 6 mois, on avait peur un peu plus de 6 mois, un scénario assez noir avec des pertes définitives sur l'appareil productif, des hausses du taux de chômage, et qu'on se rend compte qu'avec tout ce stimulus budgétaire, les entreprises ont bien tenu, le système productif a été relativement préservé. Et avec la réouverture, maintenant, on va pouvoir graduellement retrouver les niveaux d'activité pré-pandémique. Alors, les États-Unis dès cette année et l'Europe l'an prochain. Donc, dans un tel scénario, il est assez évident que les banques centrales ne peuvent pas maintenir le même stimulus. Et on doit à un moment revenir au niveau de stimulus qu'on avait pré-pandémique. C'est ça, en rythme de croisière. En rythme de croisière. D'accord. Voilà. Et rien que ça veut dire beaucoup moins d'achats de titres obligataires de la Fed. Donc, elle achète 120 milliards de titres par mois. Donc, il faut probablement envisager que quelque part en 2022, ce sera fermé. Et la BCE, c'était 20 milliards par mois. Aujourd'hui, avant la pandémie, on est aujourd'hui à l'ordre de 100 milliards. À peu près pareil. Quelque part en 2022 aussi, on va revenir dans ces eaux-là. Donc après, tout ça c'est positif. C'est le reflet que l'économie va mieux et que tout normalise et qu'on n'a pas de peur sur l'appareil productif, le chômage et aussi les risques de déflation et encore plus maintenant, on craint le risque inflationniste. Et le risque, c'est quoi? C'est de déclencher ces stratégies de normalisation trop tôt, trop vite? C'est ça le risque aujourd'hui? Mais oui, c'est probablement le risque. On sait que la Fed, elle a une vision qui est asymétrique. Autrement dit, elle se sent plus capable de corriger un risque inflationniste en relevant ses taux que de laisser l'appareil productif pas encore revenir à son niveau normal. Donc le chômage, en l'occurrence, plus élevé que ce qu'elle souhaite, qui est probablement de l'ordre de 3%. Donc elle va accepter de l'inflation plus élevée. Alors un temporaire qui peut être, je le dis, assez long, qui peut durer 1 an, mais si elle a suffisamment d'éléments pour penser que ça va ralentir, elle l'acceptera. Et alors, pour la BCE, on n'y est pas encore parce qu'on a beaucoup parlé d'inflation totale, mais en zone euro, l'inflation sous-jacente, elle reste en dessous d'1% pour l'instant, ou de l'ordre de 1%. Donc, l'inflation domestique. Donc, pour la Banque centrale, c'est probablement un débat ultérieur, même si, effectivement, si la BCE doit quelque part en 2022 acheter, je sais pas, entre 20 et 50 milliards par mois au printemps 2022, on voit bien, elle achète 100, elle devra acheter moins de 50. Graduellement, il va falloir qu'elle commence dès cette année à ralentir le rythme de ses achats en fin d'année ou au début de l'an prochain. Ce sera un resserrement monétaire ou pas, Michel? Alors, je pense que pour la plupart des économistes, non, parce que la façon dont raisonnent les banques centrales et les économistes, c'est de regarder le degré d'accommodation de la politique monétaire, non pas en regardant les taux nominaux,
Aujourd'hui, la France emprunte à 0,20, les États-Unis à 5, à 6, mais de regarder en taux réel, donc déflaté de l'inflation. Et de comparer ce taux réel à la croissance. Et la différence entre les deux, c'est si les taux réels sont nettement inférieurs à la croissance, ça veut dire que il y a un intérêt majeur à s'endetter parce que oui, la croissance rentabilise votre l'endettement. Donc tant que et c'est comme ça que c'est par des taux d'intérêt réels que la Banque centrale européenne définit ce que sont des conditions financières favorables. Donc si la croissance reprend, eh bien, on peut maintenir un degré d'accommodation de la politique monétaire aussi important, voire plus important, en acceptant que les taux d'intérêt nominaux remontent. Et ce sera probablement tout l'enjeu. Alors, en termes de communication, c'est pas évident. Mais c'est le problème principal. C'est pas très évident, mais je pense que ça fait pas de doute dans la tête des banquiers centraux, et je pense que je pense aussi la plupart des investisseurs de bien comprendre que ce qui compte, c'est la différence entre le rendement d'un investissement réel et puis le coût de l'endettement. Sauf que moi je comprends quand même que si on est dans une logique d'inflation moyenne, comme le sont les États-Unis, on peut se permettre justement de rester sur ce rythme-là, peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, que dans la fonction de réaction traditionnelle ou antérieure. Après, la manière dont présente les choses, dont Michel présente les choses, on se dit, vite le tapering. Est-ce que ce sera une bonne nouvelle pour les marchés, pour les investisseurs, Olivier ? Je pense que ça a été dit, l'enjeu, ça va être la communication. Et l'enjeu, ce sera le guidage des anticipations. Puisque, en fait, pour tapering n'est pas nécessairement égal à tightening. Évidemment, la Banque centrale américaine a l'expérience de 2013, où la tapering avait été équivalent à tightening, puisqu'on avait une détérioration très forte des conditions financières. Et qui dit détérioration très forte des conditions financières, dit que les agents économiques, en particulier les entreprises, ont davantage de difficultés à se financer. Donc, pour qu'on ne reproduise pas ce qui s'est passé en 2013, la Banque centrale américaine, en particulier, doit avoir une communication très pointue, très fine et pointue, mais surtout guider les anticipations. Donc, elle va sans doute rajouter dans sa communication des éléments qui vont permettre aux investisseurs de voir où la Banque centrale veut aller, ce qui devrait, in fine, permettre à cette Banque centrale américaine d'éviter un durcissement des conditions de financement au moment où elle va annoncer le ralentissement donc, de son programme d'achat. Après, ce qui dominera, in fine, c'est le fondamental. Et donc, ce régime économique, et savoir si on change ou pas de régime économique. Et on pourrait avoir des mois où certaines statistiques feront peut-être balancer les investisseurs d'un scénario à un autre, comme cela a été le cas la semaine dernière avec les chiffres de l'emploi américain. Est-ce que vous craignez, Philippe, un repricing brutal au moment des annonces ? Vous le dites vous-même, effectivement, la communication, c'est ce qui va importer. Je pense que ça va être le sujet le plus compliqué, très honnêtement, parce que d'abord, il y a une question d'habitude. On s'est habitué à ces volumes. On s'est habitué à cette espèce de drogue régulière. On appréciait. Et il y a un moment où tout ça va s'arrêter. Je suis d'accord, on sait que ça va s'arrêter. Mais on appréhende un peu le moment où ça va s'arrêter quand même. Et je pense que les marchés vont être très attentifs à toutes les déclarations. Et je partage le point de vue, c'est que pendant une période, on va avoir des statistiques qui vont balancer dans les deux sens. Donc, décrypter le langage de la Banque centrale, elle enverra des signaux, évidemment. Elle préparera le terrain, comme elle essaie de le faire à chaque fois. Mais je pense qu'on va entrer dans une période qui sera plus compliquée, un peu, comme on dit en anglais, bumpy, un peu chaotique. Donc, parce que, bien évidemment, on va devoir essayer de comprendre vers quoi on tend, et surtout à quel rythme on tend vers ça. Alors bien sûr, on va être rassuré par un côté parce qu'on est dans la régularisation, dans la normalisation. Donc ça veut dire que la croissance est là. Et donc quelque part, ça nous rassure. Mais en même temps, le cheminement pour le faire, la façon de le faire, le rythme pour le faire, tout ça, ça va rester un peu plus compliqué et ça sera du domaine de la Réserve fédérale. Et ça donnera le là sur l'ensemble des marchés internationaux, pas que sur le marché américain. D'abord sur ce marché, mais également par contagion sur les autres. Donc
c'est quand même un parcours qui va être très difficile. Et c'est ça que je pense les marchés vont appréhender un peu. À la fois de la satisfaction et un petit peu d'inquiétude pour savoir si on va bien détecter les mouvements qui nous sont annoncés. Et comment ça peut se traduire en termes de rythme de marché, effectivement? Est-ce que la séquence du moment déjà est un peu emblématique de ce qui nous attend? Et comment, dans les portefeuilles, on s'organise? Si on est dans une phase un peu différente, plus bumpy, comme vous dites, Philippe, comment est-ce qu'on organise les portefeuilles pour se préparer à cette je pense période? qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans cette phase-là. Parce que nous, effectivement, ce tapering qu'on évoque là, c'est-à-dire le fermer le robinet des achats d'actifs, on le voit d'abord arriver qu'en fin d'année, pour un déclenchement sur l'année 2022. Donc il n'y a pas d'urgence, vous dites, à se mettre en ordre de bataille? Non, en tout cas, pas sur ce point-là, pas à cause de ça. Après, dans nos portefeuilles, c'est vrai qu'on a commencé à moduler nos choix, d'accord. On a commencé à réduire certaines poches. Je l'ai dit tout à l'heure, on a baissé notre exposition, on a réduit un peu la tech. On fait de la tech de façon un peu différente. On va travailler plus sur les semi-conducteurs plutôt que de faire des GAFA, par exemple. On va travailler plus sur la dimension 5G, sur tout ce qui est appareillage 5G, etc. Quelques idées comme ça. Et puis dans les portefeuilles, on commence à créer des poches pour le futur qui sont un peu plus défensives. Même si on reste exposé, on module un peu les secteurs qui composent les portefeuilles. On va revenir par exemple sur la santé. On va essayer de trouver également des titres qui sont plus hybrides. On va travailler plus les convertibles. Bon, tout ça pour avoir constituer un début de poche, aujourd'hui qui n'est pas forcément indispensable, puisqu'on n'a pas une lecture négative des marchés, mais qui va quand même nous permettre de commencer un positionnement, parce qu'on a quand même des gestions de taille importante, et on ne vire pas sur notre aire aussi facilement que ça. On est quand même un paquebot. Donc quelque part, il faut aussi se prémunir contre des chocs. On pense qu'on rentre dans une période qui est certes favorable, mais où on va avoir quand même des questionnements qui vont intervenir et qui vont faire que ça risque de chahuter un peu plus en volatilité. Bien, le débat pourra vivre. Exactement. Michel. Oui, alors moi je voudrais juste rappeler que depuis 2-3 mois, on a une accélération de l'inflation aux États-Unis, en zone euro, avec des chiffres qu'on n'a pas connus depuis très longtemps. Mais quand vous regardez les taux longs aux États-Unis, ils ont plutôt baissé. C'est vrai. Ils ont plutôt baissé. Depuis un mois. Oui, mais pas mal, 20 points de base quand même. Oui. Donc, non, mais ça, je pense que ça, à mon avis, ça reflète bien ce qu'on est en train de dire, c'est que les banques centrales donnent le message au marché que ça ne va pas durer éternellement, mais à un horizon qui n'est pas immédiat. Et elles sont assez crédibles sur ce sujet. Et là, on parle tous plutôt de 2022. Dans les faits, alors le débat commence avant, on en parle maintenant. Bien sûr, la communication se prépare avant, bien sûr. Mais les décisions, c'est probablement pas avant fin de cette année ou 2022. Et vous dites les obligataires finalement gardent leur sang-froid aujourd'hui, quand ils étaient peut-être un peu plus chauds février-mars. Et puis il y a plein d'autres raisons aussi qui a mentionné. Il y a aussi le fait qu'on se focalise sur les États-Unis et quelques segments où on voit des hausses assez impressionnantes des prix, mais l'économie mondiale, elle n'est pas sortie de la pandémie. Non. Et puis on a des zones entières, on a l'Inde, pour lesquelles les prévisions de croissance et même d'inflation sont révisées à la baisse. Et quand on est la Fed, par exemple, ça plaide pour rester calme. Oui, parce qu'on sait bien qu'une seule économie aussi grande soit-elle comme les États-Unis peut pas espérer un scénario très rose toute seule. On est dans des économies très imbriquées et donc il y a des interconnexions qui jouent, et c'est ce que reflètent aussi les marchés obligataires. Au passage, Michel Martinez, est-ce que la zone euro manque de relance là? Est-ce que c'est le débat du moment? Est-ce qu'il faut quel risque on prend à ne pas en rajouter dans les packages de stimulus, Je laisse de côté les plans d'infrastructure de long terme, de reconstruction de croissance potentielle, mais dans le stimulus immédiat, est-ce qu'on prend un risque à ne pas en rajouter aujourd'hui? À la marge, j'ai envie de dire. Alors ça, c'est notre sentiment. Je le mentionnais, aux États-Unis comme en Europe, le système productif a été relativement préservé. Quand on regarde les taux d'endettement, les taux de marge des entreprises, ils se sont très peu dégradés. C'est quand même assez impressionnant. Donc ça veut dire que les politiques ont été assez ciblées pour préserver le secteur productif. D'ailleurs, on n'entend pas tous les fédérations professionnelles de tel métier ou tel métier crier « je vais mourir tout de suite ». Donc
Donc il y a ce point-là qui est quand même très rassurant. Après, quand on regarde du côté des ménages, on sait aussi qu'il y a eu un excès d'épargne qui a été accumulé, alors qui est de l'ordre de plus de 10 points de PIB aux États-Unis, donc ils ont de quoi dépenser. Il est inférieur en Europe, de l'ordre de 5-6 points de PIB, mais il est quand même significatif. Ce qu'on sait toutefois, c'est qu'il est assez concentré. Et qu'en particulier, on a les 2 premiers déciles qui, eux, ont plutôt vu leur situation financière se dégrader. Donc, si on parle juste de plan d'accompagnement de la croissance immédiat, alors, vous aviez décidé de ne pas mentionner l'infrastructure, les dépenses d'infrastructure, parce qu'on sait que c'est pas en 2021 qu'on va avoir l'impact économique. Si on veut soutenir la consommation au moment où l'économie est réouverte et puis tout est disponible, effectivement, il y a peut-être un effort à faire là-dessus, et c'est effectivement, c'était la demande de Blanchard et Pisani sur ces sujets. Ça, c'est des choses qui sont identifiées. Donc, probablement, les gouvernements vont garder ça de près. Mais à part ça, tant qu'on est dans cette période de rattrapage... Laissons faire la réouverture. Les entreprises ne sont pas mortes. On garde... au besoin, on peut cibler encore plus les entreprises pour lesquelles les aides n'avaient pas été assez bien calibrées. La plupart des ménages vont accumuler un excès d'épargne, donc il n'y a pas besoin d'en remettre. Et il faut cibler pour les ménages les 20% les plus fragiles. Les plus fragiles, c'est ça. Et après, il y a un autre sujet qui est les dépenses d'infrastructure, les dépenses d'investissement. Mais là, c'est du domaine du choix politique à long terme sur quelle position on veut avoir en termes d'autonomie stratégique, de politique industrielle, de position dans les semi-conducteurs, de poids économique dans le monde, d'accélération de la transition énergétique, d'intelligence artificielle. Là, on est sur des dépenses de très long terme qui mélangent politique industrielle, recherche et développement, probablement politique fiscale. C'est des sujets pour lesquels que si on prend des décisions maintenant, on en verra l'impact dans 10 ans. Et c'est pas ça qui va changer le chiffre de croissance de 2022 ou 2023. Ou la marge. Olivier Ringard, pour conclure peut-être sur l'investissement, effectivement, la même question que pour Philippe Forny. Est-ce qu'on réorganise déjà un peu les portefeuilles? À quoi on se prépare? Est-ce que tactiquement déjà on réduit la voilure ou on protège un peu les portefeuilles aujourd'hui encore? Nous, la manière dont on opère aujourd'hui, c'est toujours garder un biais sur les actifs risqués. Donc surpondérer les actifs risqués, en particulier les actions, puisqu'on pense que les fondamentaux sur un horizon 12 à 18 mois vont rester très favorables aux actifs risqués et en particulier aux actions grâce à la croissance économique, grâce aux croissances bénéficiaires des entreprises. Rappelons-nous que le premier trimestre aux États-Unis a été spectaculaire en termes de croissance bénéficiaire. Ensuite, on fait évoluer un peu le portefeuille sur la partie action. Donc, on est plus diversifié, plus équilibré qu'on ne l'était, par exemple, l'année dernière à la même époque où on était plutôt surpondéré États-Unis, surpondéré tech. Aujourd'hui, on est équilibré entre les États-Unis, l'Europe et les émergents. On est très diversifié sectoriellement en ayant diminué le poids nous aussi de la technologie, et en ayant accru le poids des secteurs cycliques tels que les financières. Et on considère que cette allocation bien diversifiée doit permettre de rentrer, d'affronter une phase qui est sur laquelle nous, on pense qu'on est peut-être en train de rentrer, une phase un peu plus volatile, un peu plus compliquée, parce que questionnement sur l'inflation, questionnement sur la politique monétaire, et puis sur le front obligataire, plutôt une sous-pondération, et en particulier des obligations d'État, en attendant de voir où ces taux longs vont jusqu'où ça monte, se stabiliser. C'est ça, jusqu'où ça monte, si ça redescend ensuite ou pas. Bon, c'est vrai que ça reste calme sur les taux aujourd'hui. Sur les émergents, c'est vrai que c'est un peu la déception de cette première partie d'année. C'est là où on voit quand même la sous-performance, notamment Chine-Asie. Est-ce que ça reste quand même un cas d'investissement intéressant? Est-ce que c'est peut-être d'ailleurs le moment de s'y réintéresser éventuellement? Alors, je pense que oui, c'est le moment de s'y réintéresser, clairement. Enfin, notre position, on a toujours un biais Asie et on a toujours
toujours un biais sur la Chine depuis assez longtemps. Alors c'est vrai que ça n'a pas très bien fonctionné sur la première partie de l'année. Ça a été un des grands traits de 2021. Oui. 2020, pardon. 2020. Oui, c'est vrai que là, c'était plus compliqué. Oui. Pour autant, nous, on est absolument convaincus, du rayonnement complémentaire, supplémentaire de la Chine au niveau mondial, avec toutes les limites que ça peut... Parce qu'on n'a pas parlé des risques, mais pour nous, dans les risques, il y a des risques géopolitiques. Et la Chine est vraiment en plein cœur des risques géopolitiques. Parce qu'on ne peut pas dire que les choses se soient vraiment calmées. On n'en parle plus. On n'a pas complètement oublié pour autant ce qui se passe d'un point de vue géopolitique. Ça devient quand même très compliqué, avec beaucoup d'adversaires, on va se dire. Mais on pense quand même que la puissance de l'industrie chinoise, la puissance de la technologie chinoise, tout ça, ça ne peut pas être passé sous le tapis. Et donc, bien évidemment, il peut y avoir des hauts et des bas. Ça a bien donné un moment, ça a moins bien donné depuis le début de cette année. Nous, la zone asiatique, pour nous, est la zone de développement futur au niveau mondial. Et on voit bien que c'est évidemment la rivalité avec les États-Unis. C'est ce qu'on voit tous les jours. Et en Asie, vous avez la Chine, on est très favorable. Il y a le Japon, on est favorable. Et puis il y a ceux qui produisent des biens d'équipement, le Japon par exemple, mais il y a aussi ceux qui produisent des semi-conducteurs, Taïwan, la Corée du Sud. Ouais. Bon, on a quand même un bassin qui est extrêmement puissant. Alors tous ne sont pas émergents, bien évidemment, mais tous sont dans une zone d'activité très forte et évidemment est positif. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Philippe Forny, directeur de gestion privée de BNP Paribas. Olivier Ringard, directeur des investissements de Neuflis OBC. Et Michel Martinez, chef économiste Europe de Société Générale CIB, était avec nous en plateau ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au Nordique, la zone d'investissement AAA au nord de l'Europe, la Suède, le Danemark, la Norvège, bien sûr, en dehors de la zone euro, et la Finlande qui fait, elle, partie de la zone euro. On en parle avec Martha Oudot, qui est avec moi en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management pour la France. Martha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'être avec nous. Zone de grande qualité, zone AAA, je reprends l'expression qu'un investisseur m'avait sorti une fois pour parler de ces pays nordiques. AAA, oui, c'est les agences de notation financière, mais la zone AAA, ça va un peu au-delà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on achète quand on investit dans ces pays? Quelles sont les qualités de ces pays et de leurs entreprises? Parce que j'ai l'impression que l'idée AAA, elle est assez globale, effectivement, du point de vue des États nordiques et du point de vue des entreprises également. Exactement. C'est vrai que les pays nordiques, déjà, je pense qu'on peut souligner peut-être trois choses. Déjà, c'est une région qui est politiquement très stable, voilà, économiquement aussi, économiquement très solide, avec une croissance historique qui est assez forte. Et c'est vrai que les trois pays, le Danemark, la Suède, la Norvège, ont la notation AAA. Je pense que c'est essentiellement lié à la dette, à l'endettement public, qui est très faible, entre 33 et 59% d'endettement public sur le PIB. Donc voilà, on peut les envier. Deuxièmement, la zone nordique, c'est vraiment des leaders sur le développement durable. Et également sur le digital. Donc il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'entreprises innovatrices dans ces deux domaines. Et puis finalement, une surperformance quand même des marchés actions historiquement. Oui, oui. Je reviens quand même sur les entreprises. Vous dites, alors, effectivement, il y a le thème de la durabilité, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie culture de l'ESG dans ces pays-là et qui remonte peut-être à très longtemps. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture des entreprises nordiques en général, Martha? C'est vrai que c'est ancré dans la culture, déjà dans la société et dans les entreprises, on le retrouve très bien. Je dis souvent que tout commence par le G, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'environnement et c'est un point extrêmement important dans les pays nordiques. C'est un sujet sur lequel on a été préoccupé depuis assez longtemps. Étant né en Suède, je sais de quoi je parle parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Mais c'est vrai qu'au niveau des entreprises, ça commence par le G, parce que si vous avez une bonne gouvernance, vous pouvez attaquer les sujets S et E. Donc je pense que ça se vérifie quand on regarde le niveau de corruption. Il y a très peu de corruption dans les pays nordiques quand on compare avec le reste du monde. Quand on regarde les lois qui protègent les actionnaires, qui sont très bonnes.
zone. Et donc, ensuite, sur le S, ce sont des sociétés très égalitaires, déjà pour commencer. Là, pareil, il y a des bonnes lois pour protéger les employés sans pour autant écraser les entreprises. Donc, on n'a pas forcément un conflit, c'est un peu plus harmonieux. Ouais. Des pays bien gérés, des entreprises bien gérées, qui sont des leaders dans leur domaine. Et justement, je voulais qu'on en vienne un petit peu aux thématiques d'investissement qui sont représentées par cette zone nordique. Les thématiques qui me viennent à l'esprit sont des thématiques très porteuses. L'environnement, le green, la tech, évidemment, il y a des leaders technologiques dans ces pays-là. La santé aussi, très présente sur certains marchés. Oui. Je vous vois acquiescer, Martha, mais oui, effectivement, ces thèmes-là sont présents dans chacun des pays, ou en tout cas dans certains de ces pays de la zone nordique. Oui, alors c'est vrai que si on regarde chacun des pays séparément, il y a un biais sectoriel. La Norvège, ça va être beaucoup l'énergie, l'agriculture, la pêche. Ouais. La Suède, c'est un peu plus diversifié. On trouve tous les secteurs, mais on peut peut-être citer l'industrie, la finance. Il y a beaucoup de grandes banques et la tech aussi, parce qu'il y a un marché des capitaux qui a bénéficié aux entreprises, aux startups. Donc la Finlande, ça va plutôt être les métaux, les forêts, et le Danemark, un marché de croissance avec les biotech, les biens de consommation. Donc quand on investit sur toute la zone, on a une diversification sectorielle assez intéressante, oui. Ouais. Les investisseurs, comment est-ce qu'ils utilisent cette zone nordique dans leurs allocations? Comment est-ce que vous, chez DNB Asset Management, vous vendez d'ailleurs ces pays nordiques aux différents investisseurs et clients que vous rencontrez, Martha? J'ai toujours l'impression, alors que ce sont des poches relativement petites, on parle quand même de diversification. J'ai parfois l'impression aussi que pour certains investisseurs, ce sont presque une zone de trop petite taille. Alors c'est difficile à entendre, je ne sais pas, mais que les marchés ne sont pas assez liquides, pas assez profonds. Est-ce qu'il y a une réalité derrière ça, ou est-ce qu'il faut peut-être faire sauter quelques freins justement quand on parle de cette zone-là aux investisseurs? Oui, c'est vrai que souvent on me dit c'est assez niche les pays nordiques, et j'ai envie de dire qu'ils se trompent, parce que quand on parle de niche, on parle de quoi? On parle des marchés trop petits, trop concentrés, peu liquides ou peu diversifiés. Ouais. Et je pense que sur tous ces points, on peut prouver le contraire. Ouais. La Suède, c'est la 7e capitalisation boursière en Europe, donc à peu près au même niveau que l'Espagne ou l'Italie. Le Danemark, c'est juste après. Donc ce ne sont pas tellement des marchés petits. Il y a une très bonne profondeur, une diversification sectorielle, comme je disais tout à l'heure, et la liquidité est très bonne. Ouais. Et des grands leaders emblématiques, alors je sais pas, dans les thèmes, effectivement, moi j'entends, alors dans le thème du renouvelable ou de l'économie circulaire, on parle de TOMRA souvent, on me cite TOMRA, les bennes de recyclage, mais très sophistiquées avec de la technologie. Dans l'énergie, on a l'exemple d'Ørsted aussi, alors qui est une histoire fabuleuse. Oui. On part du pétrole pour arriver à une entreprise qui est complètement en dehors du pétrole aujourd'hui, c'est ça, Martha? Oui, c'est ça. C'est vrai que ce que nous, on trouve intéressant quand on parle des pays nordiques, c'est justement tout ce qui est innovation autour de l'environnement et le développement durable. Il y a énormément d'entreprises qui savent innover. Vous avez cité Ørsted, c'est le leader mondial aujourd'hui dans l'éolien offshore. Ils détiennent 25% de la capacité d'éoliennes en mer. TOMRA, effectivement, société norvégienne qui est très en avance dans le mode de recyclage et le tri, ce qui permet en fait d'avoir des matières très pures quand on recycle, ensuite réutilise le plastique. On peut citer également Novozymes au Danemark, qui est une société qui est sur les enzymes qui remplacent les produits chimiques dans les lessives. Ouais. Effectivement. Et un dernier mot pour dire que ces marchés, vous l'avez dit d'un mot, mais il y a une surperformance historique de ces marchés boursiers. Martha, ça a été vérifié aussi pendant l'année pandémique qu'on a traversée? Oui, effectivement. Alors déjà, dans l'histoire, on peut regarder sur une longue période, c'est une région qui surperforme le reste du monde. Si on regarde sur 20 ans, le MSCI nordique surperforme le MSCI World de 72%, MSCI Europe de plus de 100%. Donc la surperformance est clairement là, et je pense qu'on peut l'attribuer
partie à l'ESG. Et aujourd'hui, on le voit aussi économiquement que c'est une région qui traverse assez bien la crise. Alors, ils n'ont pas été épargnés, évidemment. La croissance a été en baisse l'année dernière, mais moins qu'en zone euro. On parle de 2 à 3% de baisse de la croissance, alors qu'en zone euro, on était à 6,5%. Et ça reprend assez fortement cette année. Merci beaucoup Martha pour nous avoir apporté ces éléments d'analyse sur les marchés nordiques. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vous pour creuser certains thèmes très intéressants dans cette zone d'investissement AAA, je le rappelle. Martha Oudot qui était à mes côtés en plateau, directrice de la distribution de DNB Asset Management pour la France. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.